Alors, il y a une fusée de la compagnie SpaceX d'Elon Musk qui a encore une fois à moitié explosé dans le ciel du Texas jeudi. Je dis à moitié parce que la fusée est composée de deux parties. Il y a la première partie, c'est ce fameux propulseur qui a été baptisé Super Heavy, qui lui réussit à revenir sur Terre. Il se pose sur la rampe de lancement, puis là, il est comme immobilisé par deux gros bras. C'est très impressionnant. Ça émeut beaucoup d'observateurs. Cette partie-là, il n'y a pas de problème. C'est vraiment la partie module, la partie vaisseau, c'est celle qui serait éventuellement destinée à accueillir des humains. C'est elle qui pète dans les cieux, ce qui n'est pas très rassurant, évidemment. SpaceX a appelé ça un désassemblage rapide non programmé. Ça veut dire une explosion, en gros. On va parler de ça avec Philippe Gauthier, qui s'intéresse beaucoup à la conquête spatiale. Il va nous expliquer ce qu'il faut comprendre de cette actu-là. Salut Philippe. Oui, bonjour Philippe. Ouais, les deux derniers lancements de SpaceX se sont soldés par des explosions. Est-ce que tu penses que ça compromet le programme? En un mot, oui. Et je suis pas tout seul à le penser. Il y a de plus en plus de questions qui se posent là-dessus. Bon, t'as fait une très belle introduction, je veux pas trop rajouter de trucs, mais bon, on sait que Starship, c'est ce véhicule spatial qu'Elon Musk destine à la colonisation de Mars, rien de moins. C'est l'objectif. Mais en fait, la NASA veut l'utiliser maintenant pour aller vers la Lune. Il y a un contrat qui a été signé avec SpaceX il y a plusieurs années pour continuer à financer le développement de ce véhicule-là. Et actuellement, on travaille plutôt dans la perspective de la Lune que dans la perspective de Mars. Il faut savoir, c'est une fusée qui est en développement depuis très longtemps. Ça a commencé en 2012, en fait. Le premier vol a eu lieu en 2023. Cet hiver, on a eu droit, au vol numéro 7, le 16 janvier, au numéro 8, le 6 mars. Les deux vols se sont soldés par des demi-explosions, comme tu le soulignes bien. Mais c'est ça, des demi-explosions, parce que la partie propulseur, elle, réussit à revenir sur Terre. C'est quand même un succès, non? Cet aspect-là des tests. Ben oui et non. Je veux dire, c'est un succès si le critère de succès, c'est d'être capable de faire atterrir un lanceur. Mais la NASA, elle paye pour en faire un camion qu'elle veut envoyer vers la Lune, d'accord? Et la preuve que ce camion-là peut fonctionner n'a pas été faite. Et même un véhicule qui revient sur Terre est un petit peu embarrassant, je vais revenir là-dessus, mais je veux dire, il y a un coût en énergie puis en quantité de matériel qu'on peut transporter pour ramener le véhicule plutôt que juste de le laisser se perdre. Alors, il y a des coûts à payer pour ça. Elon Musk prétend... Ouais, Elon Musk dit tout ça, c'est normal, ce sont des explosions qui nous permettent d'apprendre puis éventuellement de nous améliorer. Ouais, aux premières explosions, on pouvait le croire, mais il dit ça à chaque fois et ça devient un peu plus compliqué. Faut savoir, les vols 7 et 8, c'était en fait les essais d'une nouvelle version de Starship. Ils ont parti d'une version 2 parce qu'en fait, la version 1 fonctionnait pas comme prévu et pas capable de transporter tout le matériel qu'elle devait faire. On a déjà dit que la fusée comportait 2 étages. C'est le deuxième, c'est l'étage qui est censé se rendre dans l'espace, qui se rend dans l'espace, mais qui réussit pas à se mettre en orbite. Donc c'est ça, c'est un espèce. Tu as qualifié ça de camion de l'espace. Oui, ben c'est ça. Parce que le but, en fait, la NASA veut retourner sur la Lune, construire une base là-bas, et ils ont besoin d'un véhicule très gros porteur. Et la promesse de Starship, depuis le début, c'est que ça va transporter 100 tonnes de matériel vers Mars ou vers la Lune. Très, très gros véhicule. Si on se rappelle les missions Apollo dans les années 60-70, on déposait 2 hommes dans un tout petit véhicule qui était léger. On n'était pas capable d'emporter tant de stock que ça. Et il y a comme une espèce d'équation avec les fusées. Il y a un équilibre difficile à atteindre entre la charge qu'on veut amener dans l'espace, l'altitude où on veut se rendre, la quantité de carburant. Alors, plus on veut aller haut, plus ça prend de carburant. Plus on veut amener de masse, plus ça prend de carburant. Plus on met de carburant, plus la fusée devient lourde et plus ça devient un embarrassement si on veut se rendre loin. Alors, on veut se rendre sur la Lune, c'est très loin. On veut se rendre avec 100 tonnes, c'est extrêmement lourd. Ça prend un véhicule qui est immense et... En fait, c'est ça. C'est un gros camion. Et le fait que
si on veut ramener le lanceur sur Terre, il faut garder du carburant pour lui permettre de ralentir. Et le poids de ce carburant-là, c'est quelque chose qu'on ne peut pas envoyer sur la Lune. Donc, du point de vue de la NASA, de pouvoir recapturer le lanceur n'est pas un très, très gros atout. Idéalement, le plan, c'est qu'on peut réutiliser le lanceur, donc on va sauver de l'argent, donc ça va revenir moins cher. Mais en fait, les lanceurs qui ont été recapturés étaient quand même pas en très bon état. Il y a des moteurs qui n'ont pas redémarré, tout ça. Et pour le moment, on n'a pas réutilisé aucun de ces lanceurs non plus. Donc, c'est des lanceurs qu'on peut recapturer, qui sont théoriquement réutilisables, mais la preuve n'est pas encore faite qu'on pourra effectivement les réutiliser. Donc, c'est assez compliqué. Qu'est-ce qu'on apprend? Qu'est-ce que Musk apprend au terme de tout ça? C'est pas très, très clair. Et le véhicule semble pas s'améliorer très vite. Est-ce que la NASA a fixé un critère pour ce qui est du nombre de tonnes que le vaisseau doit être capable de transporter? Tu parlais de 100 tonnes. Est-ce que c'est un objectif? Oui, ça a toujours été la promesse d'apporter à peu près 100 tonnes. Et le problème actuellement, c'est que la fusée telle qu'elle existe semble pouvoir emporter seulement de 40 à 50 tonnes. Et à chaque fois que Musk fait des modifications, à chaque explosion, on dit, bon, on va modifier telle affaire. Mais en fait, il rajoute des systèmes de sécurité, des trucs, et ça augmente le poids du véhicule. Donc, ça diminue la charge utile qu'on peut amener dans l'espace. Alors, il y a une espèce de course là, entre alléger le véhicule, renforcer sa fiabilité, tout ça. Pour le moment, c'est pas gagné. C'est pas quelque chose qui est forcément impossible, mais pour le moment, le bon équilibre est très, très difficile à trouver. Et toutes ces explosions-là commencent à envoyer un très mauvais signal, en fait. La fusée s'est rendue à plusieurs reprises dans l'espace, mais tu nous expliques qu'elle n'a jamais atteint l'altitude nécessaire pour se mettre en orbite. Ça aussi, c'est un enjeu, non? Ouais, c'est ça. Pour se mettre en orbite, c'est-à-dire se mettre à tourner là, autour de la Terre là, sans utilisation de carburant, parce qu'on est en équilibre, il faut atteindre une certaine vitesse. La fusée l'a presque atteinte à certaines reprises, mais pas tout à fait. Il faut atteindre une certaine altitude aussi, puis plus un certain angle d'insertion. Ça n'a jamais été fait encore. Possiblement qu'elle pourrait le faire, mais ça est prévu pour le faire. Possiblement qu'elle pourrait le faire, mais certains des essais qui ont été faits récemment cherchaient même pas à l'accomplir. En fait, je pense qu'aucun des essais cherchait à l'accomplir. Donc, la valeur de ces vols-là comme démonstration est assez faible parce que ces vols de démonstration ne font pas la première chose qu'on attend de la fusée, c'est-à-dire de se mettre en orbite. Il y a d'autres attentes aussi envers de cette fusée-là, mais la première, il faudrait au minimum qu'elle soit capable de se mettre en orbite, le temps de refaire le plein de carburant et de repartir vers la Lune. Ben c'est ça, on envisage, on ambitionne de faire le plein de carburant pendant qu'elle est en orbite, c'est ça? Oui, c'est ça. C'est un peu compliqué. Pour arracher la fusée d'une orbite terrestre et de se rendre vers la Lune, il faut à peu près 1200 tonnes de carburant. Mais la capacité de la fusée est de 100 tonnes de matériel, plus 1200 tonnes de carburant à peu près. Alors, une fois que la fusée arrive dans l'espace, en fait, elle arrive avec son matériel, mais pas de carburant. Il faut refaire le plein, il faut la ravitailler. C'est-à-dire qu'il faut envoyer d'autres Starships dont la cargaison va être remplacée. Ça ne sera plus du matériel d'exploration lunaire, mais ça va être du carburant. Et après ça, une fois que les deux véhicules sont dans l'espace, il faut qu'ils s'arriment, puis il faut qu'ils fassent un transfert de carburant en apesanteur. Et c'est difficile parce que d'habitude, tu fais le plein de ta voiture, le carburant, il tombe dedans par gravité. En apesanteur, il faut faire une espèce de manœuvre de retournement où on va donner un spin aux deux fusées pour que la force centrifuge permette au carburant de tomber dans un réservoir. C'est théoriquement faisable, ça n'a jamais été essayé, ça n'a jamais été fait, et la démonstration de la preuve n'a pas été faite. En plus, 1200 tonnes à coût de 50 ou de 100 tonnes la fois, ça veut dire qu'il faut envoyer peut-être une quinzaine de vols dans l'espace pour une seule mission sur la Lune. Si le taux d'explosion des fusées est très élevé, ça ne marchera pas. Il faut d'abord régler le problème de fiabilité, et pour le moment, on n'est pas là du tout. Fait que dis-moi si je comprends bien. Si je comprends bien, pour envoyer la fusée en orbite, elle brûle tout son carburant, d'où l'importance de la ravitailler en carburant une fois qu'elle est en orbite. Et là, on la ravitaille en carburant pour qu'elle puisse faire l'éventuel voyage sur la Lune, c'est ça?
C'est ça, ouais. Donc, une fois qu'il est en orbite, il est stable, mais il faut lui donner de la vitesse supplémentaire pour qu'elle puisse se rendre vers la Lune. Et pour venir de la Lune aussi, ça prend du carburant. Et la fusée arrive en orbite vide. C'est un concept un peu curieux. En fait, il est de plus en plus critiqué. On se demande s'il n'y a pas tout simplement trop de difficultés et que ça nous éloigne pas un peu de l'objectif. Puis une fois sur la Lune, est-ce qu'on sait comment gérer tout ça ou on peut anticiper des problèmes supplémentaires? Ben, c'est pas clair. Le matériel pour l'exploration lunaire n'est pas entièrement développé. Bon, c'est pas la responsabilité de SpaceX, mais en fait, il y a beaucoup d'experts qui pointent vers un gros problème de sécurité. La fusée Starship, c'est quand même un gros cylindre qui est très élevé. Le centre de gravité est haut. Alors, il faut atterrir un cylindre étroit sur la surface lunaire qui est peut-être pas très, très stable. Il y a toujours un danger que la fusée tombe sur le côté en atterrissant. Si c'est le cas, les astronautes sont morts. On ne pourra pas les ramener sur la Terre. Un autre problème, c'est que tout le bas de la fusée est occupé par les moteurs et le carburant, et la cabine est très, très haut au-dessus du sol. Je pense que c'est quelque chose comme 15 ou 20 mètres au-dessus du sol. Donc, pour descendre sur la Lune, ça prend un ascenseur ou une espèce de grue ou de palan. C'est un... Tant que ça fonctionne bien, il n'y a pas de problème, mais dans les missions lunaires, il y a toujours beaucoup de redondance parce qu'on sait qu'il va toujours avoir quelque chose qui va mal tourner. Et si la grue tombe en panne alors que les astronautes sont sur la surface de la Lune, ils ne peuvent pas remonter dans leur véhicule, ils sont coincés là et ils vont mourir. Donc, il y a des problèmes de sécurité non résolus qui sont quand même pas de la tarte. Mais Elon Musk veut aller très vite pourtant avec ces voyages-là, quitte à prendre le risque de briser les choses en essayant. Est-ce que ça risque de marcher ou... Ben, écoute, théoriquement, on devait avoir un premier atterrissage d'une fusée non habitée en janvier 2024. Ouais. Bon, là, ça fait déjà 14 mois de retard. En fait, la fusée, pour le moment, n'a pas fait la preuve du tout qu'elle pouvait aller vers la Lune. Il reste de toute évidence beaucoup de développement et beaucoup de débogage qui s'annoncent un peu difficiles. Alors oui, il prétend qu'il veut aller vite, quitte à prendre le risque de briser les choses. C'est go fast and break things, qu'il dit. Et il se moque un peu de la NASA, qui accuse d'aller trop lentement, puis lui, c'est un vrai homme d'affaires, c'est un génie, il va aller très très vite. Mais pour le moment, ça va pas vite du tout. Starship, c'est la plus grande fusée au monde depuis la fusée Saturn V dans les années 60, celle qui avait amené les Américains sur la Lune avec les missions Apollo. On va se donner un point de comparaison. La fusée Saturn V, le design a été commencé en 1962. Le premier vol habité, c'est-à-dire le premier vol de la fusée n'était pas habité, le premier vol, a eu lieu en 67. Donc, 5 ans de développement. La fusée a fonctionné à la perfection dès son premier vol. La première mission vers la Lune a eu lieu en 1969, c'est-à-dire 7 ans après le début du développement. Avec Starship, on est déjà rendu à 13 ans de développement, pas loin, si je me souviens bien. En fait, il y a eu 13 lancements total de la fusée Saturn V. Et ils ont tous été des succès. Ils n'ont pas perdu une seule fusée suite à un accident. Il y en a une qui a fonctionné un peu moins bien, mais la fusée n'a pas été perdue. Ça n'a pas annulé la mission. La première mission lunaire, celle où Neil Armstrong a atterri sur la Lune en 1969, c'était le 6e vol de la fusée Saturn V. Bon, Starship est rendu à son 8e vol, puis il n'est pas capable de se mettre en orbite. Je veux dire, on n'est pas tout à fait dans les mêmes paramètres de succès ici. Le 8e vol de Saturn V, c'était la mission Apollo 13. La capsule a mal fonctionné, les astronautes ont dû revenir, mais la fusée, elle, avait parfaitement bien fonctionné. Alors, c'est déjà pratiquement rendu les opérations de routine à ce moment-là, alors que Starship, on est toujours dans l'expérience et on va tester un truc et rajouter un système. Bref, Starship est déjà rendu à 8 échecs, pas un seul vol en orbite après 13 ans de design. Alors, pour ce qui est d'aller vite, à mon avis, c'est raté. Il y a de plus en plus de gens qui se demandent si le concept n'est pas tout simplement trop compliqué, irréalisable ou pas très sécuritaire et s'il ne devrait pas être carrément abandonné à la faveur d'un concept qui est un peu plus simple. Chose certaine, la Lune est encore très, très loin. Même si on réussit un jour à faire fonctionner Starship. Et c'est embêtant parce qu'il y a plein d'autres systèmes, des capsules, des bases, toutes sortes de machins qui ont été développés pour aller vers la Lune, qui sont en général assez bien testés. Et pour le moment, tout le monde attend après Musk pour avancer. Donc, c'est pas demain matin qu'on va inaugurer le premier McDo dans un cratère lunaire, c'est ça? On n'est pas là. Ou alors, ce sera pas avec Starship, en tout cas. Hey, fascinant tout ça. Merci beaucoup, Philippe.
On se reparle dans 2 semaines. Ça me fait Bye-bye. plaisir. Salut. Bonne journée. Résonance.